Yo, c'est Dio, et aujourd'hui on va parler du chapitre 1090 de One Piece, intitulé Kizaru. Premièrement, on va parler de la page de couverture. Alors il y a de ça quelques semaines, je disais que ça faisait des années, et des années, même des dizaines d'années, qu'Oda n'avait pas dessiné Koro. Pour être exact, c'était depuis 2007, avec cette page couleur qui est assez connue, et le voici dessiné 2 fois à très peu d'intervalle. Et Kuro signe ici sa première page de couverture de chapitre, puisque même dans la mini-aventure de Django, il n'apparaissait pas. Et ici, on le voit avec 3 éléments qui rappellent son arc, les chats noirs comme son équipage, l'héritage qu'il voulait dérober à Kaya, qui est le sujet de son livre, et le croissant de lune. Cette petite mise en avant est évidemment faite pour accompagner le lancement de la série live. On peut donc s'attendre à voir d'autres personnages d'Is-Blue sur les prochaines couvertures. Et nous allons entrer donc au cœur du chapitre avec la première double page où Luffy reste Luffy en se présentant comme à son habitude. Alors c'est intéressant de voir qu'il est tout en haut de la page et qu'il crie si fort que la transmission se répand sur les navires de la marine. Sa case plus petite montre que la parole commence d'abord dans sa pièce, puis se diffuse dans une case beaucoup plus large, montrant que le son d'abord confiné explose aux oreilles de tous. Les petites onomatopées du haut grandissent en énormes sur le bas, renforçant cette idée que sa voix retentit. Et pour bien montrer cet effet, l'onomatopée est si grosse qu'elle ne peut être entièrement dans le cadre, montrant que la voix de Luffy s'étend encore plus au-delà de ce qu'on le voit dans la case avec ses quelques bateaux. On comprend que toute la flotte, aussi colossale soit-elle, a entendu la voix de Luffy. Le cri de Luffy se diffuse alors sur toute la partie droite de la page, avec d'abord la grande zone qu'elle touche, puis on découpe plus en détail avec Kizaru, les soldats et même Morgan. Il est aussi intéressant de noter que les marines parlent des rumeurs sur Luffy, et sur la case juste à côté, on voit le responsable à l'origine même de ces rumeurs. Ce dernier étant bien accompagné avec Vivi et Wapol. La scène où Luffy parle à l'escargophone avec les doyens, et où Robin le raisonne et où Usopp l'engueule, peut faire écho à la scène de l'escargophone avant de débarquer sur Punkazar. C'est intéressant à noter que dans le cas actuel, c'est une conversation pour quitter l'île de Vegapunk, et que dans l'autre, c'était d'arriver sur l'ancienne île de Vegapunk. On peut voir que la fin de la transmission est notée sur les 3 interlocuteurs. La fin de la transmission est découpée en 2 cases pour les doyens, tandis que pour l'équipage, c'est dans une seule case. Ce qui montre que du côté des 5 étoiles, la réflexion et l'action sont bien plus calmes, lentes et réfléchies que chez notre équipage. Sur la double page d'après, pour montrer l'ascendance de Saturne sur le vice-amiral d'Oberman, le regard de ce dernier n'est jamais montré. Au contraire de celui de Saturne qui est très détaillé et très mis en avant. Le doyen a des cases beaucoup plus grosses qui compressent Doberman dans le cadre, montrant l'incontestable décision et autorité du personnage de Saturne. Puis on passe à une scène de vie de l'équipage. Ce chapitre est d'ailleurs très vivant, on a de nombreuses cases avec plusieurs interactions du groupe, des héros. Ce qui permet d'adoucir la tension du chapitre. La bonne humeur et les interactions de l'équipage sont un véritable souffle d'air frais face à la pression permanente des derniers chapitres. On a même un vrai contraste entre le groupe de Luffy et comportement très frivole et leur ennemi qui lui est très sérieux. Alors je pense qu'on n'aura pas plus d'explications concernant ce qu'il s'est passé durant la nuit, et Oda nous laisse aux interprétations avec divers indices. Donc, même si la résolution de la nuit va sûrement être dévoilée en SBS dans les tomes reliés, je vais quand même essayer de déduire ce qui s'est passé avec le peu d'indices que nous avons. Tout d'abord, on voit que Robin et Kaku sont les plus blessés. Et l'homme girafe dit s'être battu contre 2 séraphins. On peut se demander, quand il dit 2 séraphins, s'il compte le sbire puis un autre, ou s'il en a réellement affronté 2 en même temps. Et je vais partir du principe qu'il en a affronté 2 en même temps. Puisqu'on voit que Robin et Kaku sont ceux qui ont eu le plus d'affrontements, on va regarder là où on a laissé les personnages avant le tour du monde. On peut donc penser que le groupe de Robin, Chopper et Atlas ont trouvé Stella et York. Ils auraient alors eu le conseil de Stella d'aller prendre les fameuses bulles en granit marin pour capturer les séraphins. À ce moment-là, on aurait donc eu S-Snake et S-Hawk qui seraient intervenus. Chopper et Atlas auraient donc pris, je pense, la poursuite de York. À ce moment-là, S-Hawk, qui donc avait fui le combat avec Luffy et Zoro, serait donc arrivé à Robin. Kaku qui l'avait suivi serait aussi arrivé. Robin et Kaku auraient donc affronté S-Snake et S-Hawk. Puis on aurait donc
Chopper et le Vegapunk Atlas qui auraient trouvé tout le monde pour distribuer les fameuses bulles. On aurait donc Luffy et Lucci qui auraient capturé le S-Bear, puis Sanji qui aurait capturé le S-Shark, puis enfin Robin et Kaku qui arrivent, après s'être pris de nombreux coups, à capturer le Séraphin de Mihawk, puis on aurait S-Snake qui se serait enfui et qui serait tombé sur Luffy, comme le montre cette case, et donc aurait dépétrifié tout le monde. Puis se serait fait capturer à son tour. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, Zoro, qui avait poursuivi le S-Hawk, était toujours complètement perdu, mais serait tombé sur York, et un autre personnage lui aurait dit « arrête là », et donc Zoro aurait arrêté York, et voilà comme on en est arrivé à la situation du chapitre précédent. Et d'ailleurs, York n'a pas enlevé son ordre d'attaque des Séraphins, puisqu'on voit qu'il faut absolument les neutraliser. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire vos idées sur ce qu'il s'est passé durant la fin de la première journée à Egghead. De retour sur la double page, nous avons un procédé simple de mise en scène pour nous montrer que Lucci parle avec l'extérieur. On a une mise en scène qui met en lumière l'évidence même de ce qu'il est en train de faire, avec une phrase très simple à comprendre et un plan très rapproché sur son visage avec un regard qui dévie sur le côté, montrant qu'il ment. Et on comprend que Lucci restera toujours le même. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et on apprend par ailleurs que le Vegapunk Pythagore et le Vegapunk Shaka sont morts. Ils sont donc bien confirmés morts. Et ils ont vraiment eu une mort brutale, les pauvres. Comme je le disais, c'est un chapitre très vivant. Et la classe des agents du Cyberpole est aussi un bon exemple. Sur le même plan, nous avons ceux qui festoient, ceux qui mangent un corps pour leur survie, et ceux effrayés par les séraphins. Les séraphins qui justement commencent à montrer de plus en plus de signes de conscience. On avait avant le tour du monde S-Snake qui était la seule à pouvoir parler, désormais le S-Hawk le peut aussi, le S-Shark commence à montrer des signes de conscience, par contre le S-Bear lui, sûrement à l'instar de son original, reste stoïque. Et on peut le dire, laisser l'épée de S-Hawk juste devant lui, quand on a Vegapunk, l'homme le plus intelligent du monde dans son équipe, c'est quand même pas très fut-fut. Je tiens aussi à dire que tout le décor du laboratoire cassé et de la nourriture un peu partout est très très plaisant à voir, et justement, on va parler de la nourriture un peu plus en détail. On a également une opposition au niveau de la nourriture. Du côté de Luffy, on a des montagnes de nourriture, tous les différents plats sont mélangés et par terre, tandis que Saturne, lui, mange correctement à table. Il mange son pain, qui semble être son plat principal à la fourchette, et boit également du vin. Donc d'un côté, on a les barbares gloutons, et de l'autre côté, on a l'homme qui est très distingué. Et quand on sait à quel point l'arc de Dressrosa fut chargé en thématiques et en références théologiques, il est compliqué de ne pas en voir avec le repas de Saturne, le pain et le vin étant très importants dans la Bible. Le pain est cité dès la Genèse, il est d'ailleurs le principal moyen de se nourrir pour l'homme. Le pain et le vin sont également au cœur de la scène du dernier repas de Jésus. Le dernier verre de Saturne n'est pas bu et peut rappeler la coupe de l'espérance de l'Exode. C'est une coupe de vin, qui donc n'est pas bu, qui représentait l'espérance des temps messianiques, où l'humanité serait alors pacifiée et reconnaîtrait son roi. Ce qui fait parfaitement écho à la situation actuelle, où les doyens veulent tuer Vegapunk, qui commence donc en quelque sorte à détruire l'humanité en n'en sachant trop sur le siècle oublié, et où le roi et le gouvernement mondial dirigent en l'ombre par Imu. Du côté de Kizaru, on voit également que la nourriture a une certaine place, puisque les marines et l'amiral mangent leur repas de façon très ordonnée et quadrillée, qui offre encore une dualité avec le groupe de Vegapunk. En général, dans les batailles du monde réel, les batailles de siège, la nourriture est un facteur clé, voire des fois l'élément le plus important. Ici, je ne pense pas que le siège va durer plusieurs jours, donc la nourriture ne sera pas un facteur décisif. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir montré avant, c'est un détail intéressant. Et puisque je parle de détails, je vais aussi parler du sac de Vegapunk. Il le tient durant tout son chapitre, mais le lâche pour trouver le mot de passe de York. Et c'est Luffy qui va le récupérer. Donc, voir Luffy avec un gros sac, ça rappelle la couverture du tome 82, même si Oda aime bien montrer des personnages avec des gros sacs.
Et on a également l'information de ce qui serait donc a priori la prochaine destination, même finalement le lieu de refuge de l'équipage après l'assaut de la marine, qui serait donc enfin Erbaf. On voit Robin qui est pensif lors de cette déclaration. Évidemment, Robin a dû tout de suite penser à Accordisoro, qui est a priori sur Erbaf. On voit vraiment qu'on est dans une situation de siège, on voit les stratégies des deux camps, et sur cette case, on peut voir les différentes tailles de bateaux, ce qui est très intéressant. L'onomatopée nous montre le calme qui règne, et on comprend que c'est le calme avant la tempête. Il est intéressant de noter que même si Kizaru est un soldat très obéissant de par son propre aveu, lorsqu'il éprouve du respect pour quelqu'un, il veut l'honorer à sa façon, même si c'est désormais un ennemi. Et cette case où on voit Saturne contrarié est aussi intéressante puisque c'est la première case à un peu plus l'humaniser, bien que ça reste léger. Et j'aime aussi beaucoup cette case qui nous prend comme point de vue le papier de Kizaru. On arrive alors au moment fatidique du départ de l'attaque. Pour montrer que ce départ se fait dans la discrétion absolue pour ne pas alerter Sentomaru, les ordres sont donnés dans des bulles de pensée. L'onomatopée qui se prolonge le long, cette fois-ci n'est pas pour montrer le calme, mais montre que l'information elle aussi remonte de bateaux en bateaux, grâce aux soldats et aux vice-amiraux. Et je vais rebondir en parlant de ces vice-amiraux, puisque je trouve ça vraiment dingue qu'on soit dans la saga finale. Oda continue à faire toujours et encore plus de design pour des personnages ultra tertiaires, des designs toujours riches, assez élaborés, qui sont variés. Il continue à étendre l'univers de la marine finalement. Ce qui au final n'est pas une grande surprise en soi, puisque la marine a été totalement absente des arcs de Whole Cake, de Wano, bon à l'exception de l'amiral à la fin, mais ce n'est rien. La marine a été absente pendant plusieurs dizaines de tomes. Et là, finalement, depuis le début de la saga finale, elle est remise en avant de façon quand même assez colossale, notamment avec les Swords, et maintenant ces vice-amiraux, ces nouveaux vice-amiraux de la marine, à l'exception de Doberman, qui viennent donc pour faire leur Buster Call version XXL. Kizaru passe enfin à l'attaque, et je trouve ça très bien que cette case nous montre précisément où commence l'assaut. L'assaut est donc lancé des deux côtés, avec Sentomaru qui nous rappelle, comme durant l'Arc Sabondi, qu'il a la meilleure garde du monde. Et sur cette case, avec le coup de pied de Kizaru, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette page couleur, où Luffy donnait également un coup de pied, où les corps de Kizaru et Luffy sont un peu dessinés de la même façon avec énormément d'années d'intervalle. Et comme on parle de coup de pied, impossible de ne pas parler de Sanji, qui sera, je pense, l'opposant de Kizaru durant cet arc, Luffy étant désormais bien au-dessus de Kizaru. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre aussi des commentaires pour donner votre analyse du chapitre. Voilà, à la prochaine.